Bien, donc je vais avoir le défi de vous présenter les enjeux et les politiques foncières en France et au Brésil en moins de 20 minutes, j'imagine. Voilà. À partir de choses qui ont déjà beaucoup été évoquées. Donc, je suis enseignante, donc je dirais que la répétition, c'est un art de la pédagogie. Voilà. Bon, ce que peut-être je vais essayer de faire, c'est mettre en perspective ces deux géants agricoles, sachant que ce travail est un travail à deux plumes. Donc, je cite ici mon collègue Ademir Cazel, qui ne peut pas être présent ici, et que c'est un travail exploratoire, mais qui en même temps s'inscrit aujourd'hui dans quelque chose qui prend corps avec le MDA, le ministère du Développement agraire, puisque nous venons de lancer un projet de coopération avec cette idée d'échange entre différents pays, dont la France et le Brésil, sur la question de la gouvernance foncière. Et j'étais la semaine dernière encore au Brésil sur ces questions-là. Donc l'idée de le regard croisé, on en a parlé déjà, hein, c'est d'aller voir par ce détour, par l'ailleurs, de voir autrement ce qui se passe aussi ici. Donc j'essaierai de relire un peu les politiques foncières en France et au Brésil à cette aune-là. Alors je vais commencer par très rapidement revenir sur les diagnostics qui ont déjà été présentés. Donc vous allez revoir des graphiques que vous avez déjà vus, mais mis en parallèle, sur le diagnostic des situations foncières en France et au Brésil. Alors je parlerai moi aussi de dualité. Donc une dualité qu'on observe finalement dans les deux pays avec des trajectoires démographiques agricoles inversées, c'est-à-dire que le Brésil que vous voyez en rouge ici, avec le nombre d'exploitations qui reste très très important, a donc on voit un maintien des établissements, mais on a une dualité qui s'exprime ici par le bas, puisque on l'a dit, 85% des plus de 5 millions d'établissements sont des établissements qui relèvent de l'agriculture familiale. Alors là, je vais peut-être apporter une définition. L'agriculture familiale au Brésil, c'est inférieur à 4 modules fiscaux. C'est une unité, on va dire, économique. Et c'est le travail familial, le revenu familial tiré de l'activité agricole. Chez nous, qu'est-ce qu'on observe? Une diminution drastique des établissements, je ne vais pas y revenir, et une dualité ici qui s'observe plutôt par le haut, puisque 161 000 exploitations assurent aujourd'hui 80% du potentiel de production. Et on voit ce qui diminue surtout ici, ce sont les plus petites exploitations. Donc depuis l'après-guerre, on a une diminution des plus petites et un agrandissement tendanciel des plus grosses. Deuxième élément de mise en regard, un peu provocateur peut-être, on sait que le Brésil est champion du monde pratiquement en termes d'inégalité de la structure foncière. On le voit ici avec ces chiffres, hein, cette répartition. Là, vous avez le nombre des exploitations donc, qui sont inférieures à 10 hectares. Et voici ce que ça représente en surface. Et ici, pour les plus grosses, on voit une très très forte concentration également. Alors la France n'est pas aussi bien, je dirais, lotie en termes d'inégalité foncière, mais on voit quand même qu'on peut aussi s'interroger sur cette concentration foncière qui finalement, si on fait encore quelques efforts, je pense qu'on pourra un jour arriver à détrôner le Brésil. Donc voilà, une petite boutade. Et par contre, dans le même temps, ce qu'on observe avec des trajectoires différentes, c'est une reconnaissance de l'agriculture familiale. Donc sur le Brésil, je ne vais pas y revenir. Mon collègue du MDA en a parlé. Donc j'ai repris le même graphique que lui. Donc on voit que nous avons les mêmes sources. Donc ça, c'est des stats qui relèvent du MDA, qui montrent, je ne sais pas si ça a été dit, mais 75% de l'alimentation des Brésiliens provient de l'agriculture familiale. Et cette dualité, elle fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que l'agriculture familiale alimente le pays et l'agriculture d'exportation amène des devises pour l'industrie. En France, qu'est-ce qu'on observe? Dans le dernier recensement agricole, on voit réapparaître, alors que
ça disparaît dans les faits. On reparle des petites exploitations. Il y a une nouvelle classification. Hein. Avant, c'était les non-professionnels, comme le disait Jacques Rémy. Aujourd'hui, c'est les petites exploitations. Bon, elles sont enlever quand même du RICA, parce que quand même, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais enfin, dans certaines productions de la statistique agricole, on met en avant l'importance, leur poids dans l'emploi agricole, leur poids dans certaines régions et leur importance pour certaines fonctions sociales. Donc on voit un petit peu finalement les mêmes choses. Néanmoins, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. On pourrait dire, pour résumer très très vite, qu'au Brésil, l'augmentation du nombre de petits producteurs est plus rapide que leur part du gâteau économique et foncier, et que l'insécurité foncière, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort au Brésil, qu'on ne connaît pas ici, et la pauvreté rurale demeure des éléments importants. Donc quelques chiffres rapidement. Plus d'1 million de non-propriétaires, c'est-à-dire des exploitants qui n'ont pas de titre de propriété, et 1 800 000 de propriétaires sur des surfaces de moins de 2 hectares, ce qui représente 46%, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, des établissements. De notre côté, qu'est-ce qui se passe? Comment s'expriment les difficultés? On pourrait dire, pour aller vite, une crise de reproduction sociale. Donc là, Jacques en a déjà un peu parlé. Rapidement, 40% des terres libérées tous les ans partent à l'agrandissement. Donc on continue dans ce chemin de la concentration foncière. 50% quand même pour l'installation, donc ça c'est les politiques d'installation, j'en parlerai, et 10% pour l'urbanisation, ce qui est énorme, j'ai pas le temps d'y revenir. Donc une concentration des structures, et plus on se concentre, plus c'est difficile de reprendre dans le cadre familial. Donc on fait appel à des apports de capitaux extérieurs, etc. 70% des installations se font dans le cadre familial encore, ce qui veut dire à l'inverse qu'il y a 30% de hors cadres familiaux, ce qui est de plus en plus important. Et vous voyez ici le taux de renouvellement, donc on n'est pas du tout à 100%. Donc chaque année, on a, pour un départ, on n'a pas une arrivée. Hein, on perd des établissements. Alors, voilà un peu la situation. Je vais essayer, en fait, maintenant de repartir dans l'histoire agraire et les politiques foncières en me posant la question inverse, de ce qu'on fait habituellement, c'est finalement de quels outils chacun des pays s'est doté et en quoi ces politiques ont-elles pu aussi contribuer à la situation foncière actuelle. Donc, il ne s'agit pas de dire en quoi elles résolvent la situation, mais en quoi aussi elles ont fait des choix et on en est arrivé là. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'histoire et la politique foncière en France, donc je vais essayer de passer assez vite. Mon point de vue, c'est que le choix qui a été fait, c'est quand même d'en finir avec la paysannerie, clairement, et de mettre en place ce qu'on a appelé avec Pierre Alfandéry un productivisme démocratique, qui était démocratique dans le sens où l'augmentation de la production bénéficiait à tout le monde, aux jeunes agriculteurs comme à la population, ce qui se mettait aussi en place contre l'agrarisme conservateur de l'entre-deux-guerres. Donc le modèle à 2 UTA ou 2 UTA, j'y reviens pas. Le contexte d'après-guerre, on l'a dit, il y avait énormément le travail agricole occupait beaucoup de 20% de la population active, énormément de petites exploitations avec une superficie très petite et un contexte d'exode rural avec déjà une tendance à l'agrandissement et à la concentration foncière. Ce que la SAFER a eu pour objet de régler entre autres termes. Alors le statut du fermage, donc voilà, je vais reprendre tout ce qui a été dit, je fais la synthèse en fait. Donc le statut du fermage de 46 affirme le foncier comme un outil de travail. Moi, je rajouterais, tout en laissant la possibilité d'en faire un patrimoine familial, c'est important. C'est ce qui a fait que les agriculteurs ont marché dans ce système. Ça, je reprends les travaux de Chantal Le Christnoy. S'ils ont adhéré à ce projet qui
qui était modernisateur et qui supposait quand même de balayer le voisin, c'est avec la possibilité de devenir, au bout d'un certain temps, à leur retraite notamment, de pouvoir acquérir leur propriété, de la transmettre à leurs enfants. Donc c'est la spécificité de ce fermage, de ce statut, qui garantit à la fois une très forte stabilité de l'exploitant. Donc vous avez toutes les conditions ici, je ne vais pas forcément les détailler, un bail long, un renouvellement pratiquement automatique et ce droit de préemption du fermier en cas de vente. Une liberté de choix de production du fermier, une liberté d'investissement avec en contrepartie la possibilité de récupérer les investissements en cas de départ, un contrôle des prix sur les fermages et, on l'a dit, jusqu'à la loi de 2006, c'était important, l'interdiction de cession du bail, ce qui a été remis en question par la loi de 2006 qui s'est faite sous un gouvernement de droite libérale, je tiens à le préciser aussi. Donc le statut du fermage, bilan. Deux points, je pense, qui peuvent être un peu intéressants. Une hyper-sécurité foncière qui a permis des investissements lourds, mais qui pose aujourd'hui des questions environnementales. 5 minutes, ça va être dur. Donc, quel équilibre entre liberté et protection du fermier et encadrement environnemental de son action? Il y a des débats actuellement. Faut-il généraliser ce qu'on appelle le bail rural environnemental? Donc ça, c'est aussi des questions qui heurtent aussi la Confédération paysanne. C'est assez intéressant, je ne peux pas m'y étaler. Et un encadrement des prix agricoles, certes, mais l'absence de contrôle des prix immobiliers qui alimente les comportements de spéculation des petits propriétaires ex-exploitants qui ont peu de retraites agricoles. Donc ça, tant qu'on n'aura pas résolu le problème des retraites agricoles, les petits paysans, enfin les petits propriétaires ex-exploitants continueront à urbaniser leurs terres. Et je reprends un terme que j'ai entendu en entretien, à attendre que le loto tombe sur leurs parcelles. Donc la politique des structures, alors j'ai 5 minutes, donc en fait je vais devoir faire des choix drastiques, passer sur toute cette comparaison que vous aurez dans un texte qui existe déjà et aller sur la mise en parallèle des deux pays. Donc la politique des structures, bon voilà, on l'a vu. La SAFER, j'avais plein de choses à vous dire, mais c'est pas possible. Et du côté du Brésil, ce qui est intéressant, donc on a 3 piliers en France, statut du fermage, politique des structures, SAFER, et 3 piliers au Brésil, réforme agraire par expropriation, régularisation foncière et crédit foncier, qui posent pas mal de questions. La réforme par expropriation, elle est menée par l'INCRA qui définit les aires expropriables à partir de 15 modules fiscaux et d'une terre improductive. Ça permet une redistribution des terres, mais le problème, c'est la lenteur du processus qui parfois met les familles dans des situations d'insécurité et de précarité, ce que la régularisation foncière, c'est-à-dire donner des titres à ceux qui sont installés, vient, je dirais, auquel ça vient répondre. Donc, on a aussi des cas de terres, je ne peux pas le traduire, des volutas, c'est-à-dire des terres qui sont celles qui appartiennent aux États, mais sur lesquelles sont présents des occupants. Et il y a actuellement des enjeux très forts pour régulariser ces situations. Les États doivent déjà acquérir légalement des terres qui n'appartiennent à personne. Et pour ce faire, il faut établir un cadastre. Alors l'enjeu du cadastre au Brésil, on est en train de travailler dessus avec mon collègue, c'est phénoménal. Il n'y a pas de cadastre unique, il y a différents cadastres qui se mettent en place. Et le pouvoir est encore très fort, le pouvoir des notaires. Donc là, il y a par rapport à la France, il y a beaucoup de choses à voir. Leur profession n'est pas très encadrée au niveau des prix. Et ça alimente ce qu'on appelle le grillage, c'est-à-dire le fait que des grands propriétaires expulsent des petits en payant aux notaires très cher leur titre, même si ce titre n'est pas vraiment officiel.
Le crédit foncier, on en a peu parlé, mais ça a été au début assez contesté par le MST comme une façon de faire passer la réforme agraire par le marché. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance des syndicats. Donc c'est géré par le secrétariat du réaménagement agraire, du MDA. Ça peut se faire de façon individuelle ou collective et ça concerne, on peut installer à partir de 4 modules fiscaux jusqu'à 15. Après 15 modules, c'est l'INCRA qui prend le relais. Ça présente un intérêt fort dans les régions qu'on appelle de frontières fermées, c'est-à-dire là où tout est déjà occupé, parce que dans ces régions-là, notamment dans le sud, se pose une question forte d'exploitation familiale sans successeur. Et si on n'installe pas via ce crédit foncier, ces terres partent à l'agrandissement, voire à ce qu'on appelle l'accaparement. Et dans les régions de frontières ouvertes, ça permet l'accès à la terre à des familles qui étaient jusqu'alors enchaînées en gros au niveau des grandes exploitations en tant que salariés agricoles. Alors, les enseignements de ces deux trajectoires très très rapidement brossées, finalement des trajectoires qui mènent à la même dualité agricole, j'y reviens, donc dualité complémentaire entre guillemets au Brésil, avec le ministère de la MAPA, de la grande agriculture qui amène des devises, le MDA avec l'agriculture familiale qui permet l'alimentation du pays. Néanmoins, soulignons l'inégalité des moyens. Le budget pour 2012-2013 du MAPA, donc la grande agriculture, c'est 117 milliards et le budget du MDA, c'est 18 milliards. En France, est-ce qu'on peut faire mieux? Ben finalement, on a une dualité interne. Alors, on a parlé de schizophrénie ou de cynisme. Je dirais qu'on a une dualité interne au même ministère avec un soutien à l'agriculture productiviste d'exportation, mais aussi tout un discours et parfois des politiques sur l'agriculture multifonctionnelle, de proximité, etc. En termes d'inégalité de moyens, bon là on se tourne sur la PAC. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier et le deuxième pilier de la PAC ne sont pas du tout au même niveau. On a le problème des DPU qu'a évoqué avant moi Gilles Bazin, donc les droits à paiement unique à l'hectare. Et en gros, 20% des exploitations les plus aidées, qui sont les plus grosses, concentrent 43% des aides. Donc, on peut également voir une certaine dualité, inégalité. Enseignement également, ces trajectoires. Alors, dans le papier, il y a toute une histoire des luttes sociales de part et d'autre que je ne peux pas évoquer ici, mais la structure foncière est éminemment une structure sociale qui est maintenue, redéfinie par le pouvoir politique en place selon la convergence des intérêts entre élites. Alors au Brésil, on a eu depuis très très longtemps une prééminence des grands propriétaires dans la structure sociale et politique. On a parlé de la banca, enfin de l'alliance des grands propriétaires qui s'organisent, y compris au Parlement. Et les avancées de la réforme agraire sont finalement liées aux pressions des mouvements sociaux. Aujourd'hui se pose l'enjeu de l'intégration, que les Brésiliens disent intégration productive des agriculteurs familiaux les plus pauvres. Donc ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais le Brésil a fait le choix d'aider de façon redistributive même les plus petits. Nous avons fait le choix finalement d'un traitement social de la paysannerie avec l'indemnité viagère de départ, etc. Ce traitement social, c'est un enjeu de débat actuellement au Brésil. Est-ce que il y a certains auteurs qui disent mais finalement le troisième groupe, il doit sortir de l'agriculture, ça concerne à peu près 3 millions de familles, parce qu'il ne relève pas finalement de la production agricole, mais d'aide sociale. Donc voilà où on en est. Et puis un autre enjeu, c'est l'accès aux politiques, quelles qu'elles soient, pour ce qu'on appelle les invisibles, donc les plus pauvres des plus pauvres et certaines communautés qui ont été évoquées. En France, qu'est-ce qu'on peut dire? Nos politiques des structures, etc., finalement, elles sont liées à la rencontre des intérêts à un moment donné de notre histoire entre une élite agricole réformatrice, la JAC, et le pouvoir politique
en place le gaullisme. Et c'est finalement une contingence historique assez contingente, et peut-on dire que notre situation est plus solide si elle tient à cette contingence d'une histoire qui est de plus en plus éloignée. Aujourd'hui, la profession agricole française est fragmentée. On y trouve aussi bien des représentants de la grande bourgeoisie à travers les grands céréaliers que des situations qui relèvent de la classe ouvrière. Et de ce fait, la politique des structures qui était basée sur la cogestion, sur la participation de cette agriculture familiale à cette gestion, se trouve aussi fortement affaiblie de ce fait-là, puisque la base sociale de la politique des structures, l'agriculture familiale, est elle-même en crise. Et le problème ici, c'est plutôt l'accès à la terre et surtout aux subventions pour les agricultures qu'on va dire alternatives, multifonctionnelles, etc. Enfin, une réflexion sur propriété ou fermage en termes de sécurisation foncière, ce qui est pour le Brésil assez important. Je dirais que finalement, les deux expériences montrent que c'est pas tant le fait d'être propriétaire ou fermier qui compte, c'est toujours le rapport de force. Au Brésil, on a jusqu'alors un maintien des terres devolutas et une relative absence de cadastre unique qui constitue aussi un pouvoir. Tant qu'on ne définit pas bien les choses, ça laisse la place aux accaparements, aux occupations, aux expropriations des plus gros par les plus, des plus faibles par les plus gros. On a une insécurité foncière des fermiers de ce fait et des occupants très forte. Et l'accès à la sécurité passe forcément par l'accès à la propriété. D'où l'enjeu du crédit foncier, d'où l'enjeu de la régularisation foncière, parce qu'on n'a pas de statut du fermage et qu'on a toujours ce rapport de force très important entre grands propriétaires et agriculture familiale. De l'autre côté, en France, on a eu ce statut du fermage, on a eu cette mise en place des droits à paiement unique, et finalement le pouvoir, ça a été déjà dit, le pouvoir d'exploiter la terre est plus important que le pouvoir de la propriété privée aujourd'hui. Et on observe un pouvoir des fermiers qui est assez fort, avec en face un émiettement de la propriété agricole de plus en plus fort, avec des fermiers exploitants qui peuvent avoir jusqu'à 70 propriétaires, qui sont des tout petits propriétaires. Donc le rapport de force n'est pas en leur faveur. Pour finir, on pourrait dire qu'en France, les politiques foncières et agricoles ont relevé finalement de la mise en place d'une méritocratie foncière, devaient accéder à la terre, aux aides, etc., ceux qui le méritaient. C'est très français, cet esprit. Et donc ceux qui avaient certaines conditions de formation, qui avaient déjà une certaine solidité économique, etc. Ce qui a alimenté une reproduction endogame et très sélective, ce qui amène aujourd'hui à une crise de succession. Et cette centrifugeuse agraire qui, à chaque époque, produit ces non modernisables, ces plus petits. On arrive aujourd'hui à 500 000, demain 400 000, procède par agrandissement et par accaparement des aides publiques. Tandis qu'au Brésil, les aides se font de façon plus redistributive, mais elles laissent aussi de côté toujours des invisibles. Et on a toujours un maintien des très grandes propriétés, avec aujourd'hui des accaparements de terres par l'étranger. J'avais pour finir des questions générales en portugais, donc du côté du Brésil, ça sera plus simple à entendre, qui sont sorties en fait de l'officine internationale que nous avons fait à Brasilia, où nous sommes rencontrés entre différents pays, Brésil, France, Argentine, Uruguay et Mexique, et où ces questions, finalement, apparaissaient comme transversales aux différents pays. Donc l'augmentation de la concentration de terres, la confrontation de deux modèles d'exploitation agricole, l'agronégoce et l'agriculture familiale, qui conditionnent beaucoup les changements possibles dans la structure foncière de nos pays.
La revalorisation de la terre comme actif financier et générateur de rente, ce qui élève le prix des terres agricoles. La tendance au vieillissement des populations rurales et le problème de succession et de maintenir des jeunes en milieu rural. Le problème aussi de définition du rural, alors là, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est très important au Brésil, et des relations urbain-rural. L'articulation de l'aménagement territorial et de l'aménagement foncier, c'est tout le problème du développement local, des conditions de vie des assentamentos. L'enjeu de territorialiser les politiques de gouvernance foncière, avec au Brésil des niveaux différents comme chez nous, mais une forte centralisation finalement. Et puis l'enjeu d'articuler, je dirais, la dimension environnementale et la dimension sociale de cette question d'accès à la terre. Voilà, je vous remercie.